Et donc on finit avec notre 5e et dernier joueur du jour, c'est Anthony Edwards, 35 minutes de jeu par match en moyenne, 79 matchs, 99 de true shooting plus, donc moins 1% d'efficacité relatif à la moyenne qu'on fixe à 100, moins 1% par rapport à la moyenne sur 32% d'usage de volume de responsabilité. Pour te lancer, on est juste sur une saison excellente de la part de Edwards. Ouais, excellente, et comme tu l'as dit, malgré le fait qu'il soit un peu en dessous de la moyenne en termes d'efficacité, mais ça, encore une fois, on est dans le contexte où c'est un joueur qui a besoin aussi de driver, d'aller au cercle, et avec les deux grands à l'intérieur, c'est plus compliqué, même si Towns s'y permet de tirer un peu le jeu. Mais ouais, une saison folle, un peu une saison d'explosion. Il a bien compris ce qu'on attendait de lui offensivement. Moi, vraiment, c'est défensivement que je l'ai vu passer un cap. Puis là, on l'a même vu pendant les JO. Hein. Le niveau qu'il était capable d'avoir de ce côté-là du terrain, c'est fou. Evan Fournier, il disait lui-même dans l'interview que il s'attendait à avoir Jrue Holiday sur la tête. Il a pris Anthony Edwards et il était tout aussi choqué. Non, vraiment un joueur qui n'est pas, encore une fois, utilisé dans les meilleures conditions dans lesquelles il devrait être. Mais malgré tout ça, il fait une saison absolument folle. Et si Minnesota, ils sont à ce classement-là, bien sûr, il y a le côté défensif avec Rudy Gobert, mais il y a le côté offensif avec Anthony Edwards qui perd un peu d'efficacité parce qu'il est dans l'obligation de prendre des tirs dans la grande majorité compliqués. Mais ça, c'est... Voilà, il y peut rien, quoi. Bah, c'est vrai que on est un peu sur la saison de l'explosion pour moi, mais paradoxalement, je pense que très peu de gens le voient comme ça, parce que en fait, il était déjà projeté très très bon, j'ai l'impression, dans le consensus collectif, et je trouve ça un peu dommage en un sens, parce que du coup, l'an dernier, on disait que j'étais un peu pessimiste sur lui, mais c'est juste que je trouve qu'on lui rend pas crédit, on rend pas hommage au progrès conséquent qu'il a fait cette année, à mon sens. Ouais. C'est un peu là-dessus où je pense que l'an dernier, moi j'étais plus bas que la moyenne et je pense qu'il était moins fort que ce qu'il était déjà vu, alors que cette année on a des progrès conséquents dans plein de domaines du jeu. Tu vois, t'as parlé de la défense, mais il y a aussi le passing, il y a aussi le drive. En fait, il s'est vraiment amélioré partout. Donc là-dessus, on a vraiment affaire, je trouve, à un joueur qui est très très bon comparé à l'an dernier où on était quand même un peu plus dans la moyenne des stars, on va dire, grosso modo. Alors que cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal de... La défense, tu vois, c'est un cas, un exemple assez symbolique de... On est passé d'un mec qui avait des flashs très intéressants à quelqu'un qui est un vrai bon défenseur un peu tout le temps, en fait, maintenant. Alors, il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais je veux dire, rien de scandaleux. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse de... c'était pas top en général, mais parfois une action ou deux, où j'exagère un peu, mais on a un peu ce processus-là de défense qui est élite et qui fait partie de cette défense élite. Le passing également, je trouve qu'on est passé d'un mec qui parfois faisait un peu de driving kick, parfois faisait ce genre de choses, à aujourd'hui quelqu'un qui fait de meilleures passes, en fait beaucoup plus, et je trouve aussi à un niveau de... Alors ça fait partie du QI basket, mais aussi un niveau de manipulation de défense un peu plus élevé qu'avant, et y compris donc dans son scoring, tu vois. J'ai des souvenirs, là j'ai vu récemment de matchs contre les Spurs où il fait une possession, Wemby fait un truc, et du coup la possession d'après il s'ajuste et il fait le contre-move. Voilà, que des petits exemples comme ça qui ne sont pas, ça se voit pas dans les passes, ça se voit pas dans les assists, mais c'est un peu du QI basket, quoi, et ça se voit aussi au final dans le scoring. Après c'est vrai que bon, il y a un côté efficacité qui va être plus bas que d'autres superstars, même si on est grosso modo au niveau de la moyenne. Mais c'est toujours un peu dommage, parce que l'autre aspect où il a beaucoup progressé, c'est au niveau du drive, où tu vois, il est rentré dans le top 10, alors que l'an dernier, il était plutôt dans la moyenne des gros drivers, donc plutôt, je sais pas combien il y avait, je crois que c'était 30e sur 50, ou un truc comme ça, tu vois, l'an dernier, un peu moyenne haute, même peut-être un peu plus que ça. Aujourd'hui, il est top 10 des gros drivers de NBA, et dès qu'il veut faire un drive, on voit que ça marche, et ça marche hyper bien, hein. Top 10 efficacité en fin de drive. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il a aussi un régime de tir qui tire tout ça vers le bas, quoi. En termes de beaucoup de long tir à 2 points, où il est pas mal, mais pas la zone Kevin Durant, quoi. Tu vois, il est 40%, 39-40%, il est pas 50% comme Durant ou DeRozan. Et au-delà des longs tirs à 2 points, c'est surtout les pull-ups aussi. Les pull-ups à 3 points, il adore les pull-ups à 3 points, il en prend 4,5 par match. Il les met à 33% d'efficacité. Donc il y a toujours un peu cette frustration pour moi à la base, il part d'un top 10 driver de NBA, tu pourrais te dire, en termes d'efficacité générale, ça va être génial. Et en fait, non, parce qu'il y a toujours un peu un régime de tir compliqué, mais toi, tu as l'air de dire que tu mets ça plutôt sur le dos du spacing et du contexte que sur lui-même, alors. Ouais, parce que... Enfin, non, c'est pour ça que j'ai rajouté un peu discrètement à la fin. Au début, je lui ai dit, c'est pas de sa faute, mais si quand même un petit peu, parce que finalement, les tirs, c'est lui qui les prend. Et comme tu as dit, il a débloqué un peu cette capacité à comprendre le terrain. Et donc je pense que du coup, il peut quand même s'améliorer dans les tirs qu'il prend.
Voilà, il est quasiment à 50% de pull-up, c'est énorme. Et à 3 points, c'est 23% de ses pull-up, quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et en fait, tu te rends compte que dans ses tirs, c'est énormément après 3, 4, 5, 6, voire 7 dribbles. Il y en a beaucoup. Et encore une fois, c'est un mec qui est hyper athlétique, donc il pourrait faire d'autres choses. Tu vois, en transition, il a quand même 18% de transition, il est efficace, pick and roll, il est efficace, ISO, il est efficace, en cut, pour moi, c'est un joueur qui est intelligent, qui pourrait ça. Mais c'est pas toujours ce que le système lui permet, parce que forcément, quand t'as Rudy Gobert qui est là, même si Rudy joue plus dans les rotations avec Mike Conley, hein, c'est plus ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que du coup, Anthony Edwards, il peut profiter un peu du fait que Towns soit plus vers la ligne à 3 points. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un des meilleurs drivers en termes d'efficacité. Alors, il en a moins que Ja Morant, mais il est efficace dans ces idées-là de mec, quand il va au cercle, il va apporter quelque chose. Que ce soit un panier, que ce soit la faute, ou que ce soit les deux. Des fois, ça peut arriver, panier avec la faute. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel il doit pas bosser, parce qu'il est déjà capable de le faire, mais voilà, il doit plus réfléchir à quel type de tir il prend. Parce que s'il arrive à gagner un petit peu en efficacité, ça va devenir vraiment un joueur qui pose problème, parce que comme tu l'as dit, en termes de passes, il a vraiment progressé. Donc, ouais, ça devient un des meilleurs joueurs NBA quand même. Hein. Enfin, ouais. Pas top 5, mais voilà, il est pas si loin que ça maintenant. Au niveau des drives, donc il y a le chiffre brut, c'est 1,25 points par tir en fin de drive, donc c'est 9e de NBA, parmi les gros volumes, ceux qui sont à plus de 10 drives par match, donc il y a que des Luka Doncic, Giannis, LeBron, SGA, voilà, des mecs comme ça un peu devant lui, mais voilà, l'an dernier il était plutôt au milieu du pack, et l'année d'avant il était plutôt en dessous de la moyenne, donc pour dire, c'est pour ça, il y a toujours un truc de, il a toujours de suite été vu très très bon, je trouve Edwards, alors que si on part de ce principe qui déjà en soi est un peu faux, on rend pas hommage à quel point il a fait des progrès, je trouve. Ouais, c'est un peu dommage de faire ça. Tu sais, c'est un peu, ça me rappelle Jaylen Brown, qui à une époque était mauvais, à l'époque où il signe son contrat, et puis sauf que les fans de Boston disent non, il est très bon, et donc quand pour de vrai il est devenu très bon, ils ont juste continué à dire il est très bon, et ils ont pas rendu hommage à quel point Brown c'est un exemple de progrès assez conséquent et qui n'arrive pas tout le temps, quoi, pour le coup. Mais bon, bref, fin de la parenthèse. Mais je sais plus si c'est, parce que j'ai écouté plein de podcasts, je sais plus si c'est toi qui disais ça dans un de tes podcasts ou si c'est quelqu'un d'autre, mais qui parlait du fait que en fait le MIP il aurait très bien pu venir à Edwards parce que sa progression. Oui, c'est moi, oui. Ouais, d'accord. Ça, donc je me suis pas planté. Mais parce qu'effectivement sa progression entre les deux saisons est visible, et c'est pas parce qu'avant il était très bon qu'il a pas une vraie progression entre les deux saisons, quoi. Oui, pour moi il a plus progressé lui dans le jeu que Maxey, qui pour le coup fait juste la même chose mais sur plus de volume, quoi, tu vois. Moi je l'aurais donné à lui, hein, Edward. Après c'est bon, comment est-ce qu'on donne le MIP aussi, c'est une certaine philosophie, mais c'est pareil, Stephen Curry entre 2015 et 2016, pour moi il était dans la conversation au MIP, alors personne ne l'a donné parce que l'année d'avant il est déjà MVP. mais concrètement les progrès qu'il avait fait étaient incroyables, donc on peut progresser à tout niveau, et bon, là où il a progressé aussi, c'est la capacité à tirer des fautes, tu vois. On commence un peu à se rapprocher du domaine d'élite. Alors on n'est pas totalement encore zone prime James Harden, Butler ou des mecs comme ça, mais on est remonté sur le shooting foul percentage à 14%. Voilà, les plus hauts sont à 20%, autour des 20%. On est pas mal, quoi. On est pas mal, et c'est bien, mais c'est toujours un peu cette frustration de tu pars de tellement haut en termes de drive que pour moi il fait partie de cette all, la all no jump shot, tu vois. C'est-à-dire que c'est un mec, si on lui enlevait le pull-up, je pense qu'il serait peut-être pas all NBA, mais il pourrait être all-star. Parce que, encore all-star si on lui enlevait totalement le pull-up, parce qu'il peut être tellement dévastateur. Et bon, c'est bien qu'il ait le pull-up, évidemment, parce que ça en fait un joueur complet, etc., etc. Mais je pense qu'il y a un aspect aussi qui est assez inhérent à son jeu. Je comprends un peu ce que tu dis par rapport au contexte, et je suis un peu d'accord, mais parfois on surestime, je trouve, un peu trop l'influence du contexte sur les choix d'un joueur, où voilà, en fait les joueurs sont aussi ceux qu'ils sont, et en termes de prise de décision, Edwards, on a vu que il est comme ça depuis le début. C'était les mêmes critiques l'année numéro 3, l'année numéro 2, c'était les mêmes critiques à la fac, c'était les mêmes critiques au lycée, le mec aime bien les pull-ups, quoi, un peu à l'ancienne. C'est un mec des années 2000, hein, Anthony Edwards, hein, qui fantasme un peu sur le pull-up à 2 points de Kobe Bryant, de Jordan, etc., quoi. Il a un peu ce profil-là, ce qui lui fait perdre des points en termes d'efficacité, parce que c'est pas scandaleux, on parle pas d'un joueur inefficace, il est au niveau de la moyenne, c'est très bien. C'est juste que tu vois, t'as toutes les autres superstars qui, sur un tel volume, sont pas au niveau de la moyenne, mais vont taper des plus 3, plus 4%, plus 5, plus 8, plus 10, etc., etc. Et si vous êtes Curry ou Jokic, vous allez à plus 20, ou LeBron. mais voilà, il y a un peu cette frustration, je trouve, et d'un autre côté, à l'inverse, j'étais moins critique que beaucoup par rapport aux playoffs et la série contre Dallas, parce que
il y avait vraiment zéro espace pour lui. Donc là-dessus, la série, pour le coup, il pouvait pas faire grand-chose. Et je crois que j'en avais parlé, mais pour moi, la seule différence entre Edwards et Tatum, c'est que Tatum, finalement, il avait des shooters autour de lui en finale. Alors que Edwards, il les avait pas. Mais je dis ça aussi pourquoi ? Parce que, ok, le spacing, il a explosé. C'est revenu, ils se le sont pris en pleine gueule en playoff parce que Dallas a fait des schémas très agressifs contre ça. Ok. Mais tu vois, en saison régulière, je trouve pas que le spacing était si cata que ça, hein, moi, personnellement, au Timberwolves. Malgré les Twin Towers, je trouve que quand même, il y avait pas mal d'espace. Donc, je mettrais quand même pas ça sur le dos. Le côté, il va pas beaucoup au panier. Je le mettrais pas complètement sur le dos du spacing parce qu'en saison, c'était pas si mal que ça, mine de rien, quoi. Ouais, je suis d'accord, j'ai peut-être un peu abusé de ce côté-là. En plus, comme je te disais, il joue beaucoup avec Towns, plus qu'avec Rudy. Donc, effectivement, en plus, sur ces minutes-là, il n'y a pas du tout cette excuse-là du spacing, donc... Un peu, mais pas des tonnes, quoi. Oui, voilà. Mais je veux dire, effectivement, c'est pas Boston, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas les Pels non plus, quoi. Il a progressé aussi au lancer, que ce soit en allant en chercher ou en efficacité. Et ça, pour le coup, c'est important aussi parce que finalement, la ligne des lancers, comme tu le dis tout le temps, c'est là où tu récupères le plus de points facilement et de manière plus efficace. Donc ça, c'est une bonne force aussi de sa part de progresser là-dedans, quoi. Oh, d'ailleurs, on n'a pas trop détaillé sur la défense. Enfin, tu l'as fait un peu, mais une défense qui peut être d'élite on-ball et qui est déjà, je dirais pas encore fantastique ou quoi que ce soit, mais quand il veut, il peut apporter ce côté protection de panier depuis l'aile, depuis le poste derrière, ce que ne sont pas capables de faire beaucoup de joueurs. Donc d'un côté, il y a des erreurs off-ball, parfois d'inattention ou autre, des imprécisions, on peut appeler ça. De l'autre côté, il y a aussi parfois ce côté apport défensif en deuxième rideau, défense off-ball. Mais ok. Eh bien, on peut aller vers le classement et c'est là que vont commencer les problèmes. Où est-ce qu'on le projette alors dans ce classement ? Moi, je l'ai mis devant Devin Booker. Ok. En fait, je le vois pas devant Tatum. Pour moi, je peux pas. Mais en même temps, je le vois pas derrière Mitchell. Ok, donc les problèmes commencent. Non, moi j'étais plus bas. Hein. J'étais plus bas, mais je savais pas à quelle hauteur. Je savais pas à quelle hauteur j'étais plus bas. Ok. Pour moi, idéalement, j'aurais bien aimé le coller à Zion en fait. Ok, mais par rapport à Rudy, tu le mets derrière Rudy dans ta tête. En fait, c'est tout mon problème, c'est que mon problème, je sais pas trop comment juger Gobert contre Edwards. Parce que voilà, l'identité des Wolves, c'est quand même largement la défense. Et la défense, elle est aussi largement bonne, aussi parce que Gobert. Alors, il y a des pièces en plus, mais je veux dire, je trouve que la défense est plus dépendante de Gobert que l'attaque ne l'est de Edwards, quoi. Tu vois, c'est là-dessus où moi, je mets quand même un peu des malus par rapport à Tatum, Booker ou Mitchell, et même à Liberton. C'est que, pour moi, ces mecs-là sont un peu les dépositaires du jeu, de leur attaque au moins. Je suis pas sûr qu'Edwards le soit à ce point. Donc je sais absolument pas comment faire gérer ce cas. mais tu vois, par rapport à Mitchell, tu mettrais Mitchell devant Edwards. C'est mon problème, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il faudrait pas remonter Gobert ? Mais parce que Mitchell par rapport à Edwards, pour moi, il y a bataille, ouais. D'accord. Ok. Ah ouais, c'est marrant parce que dans ma tête, je voyais Edwards devant parce que si tu prends le côté défensif, créateur, Mitchell, il fait une belle saison, mais il est pas non plus à 110, tu vois, de true shooting plus. Et c'est vrai. En fait, je voyais pas trop de différence offensive qui peut permettre la vraie différence défensive pour le coup. Je trouve qu'il y a quand même plus d'efficacité chez Mitchell, plus de polyvalence, mais parfois il est vraiment le dépositaire du jeu. Alors, pas toute l'année, mais il y a un peu ce côté parfois un peu plus héliocentrique de Mitchell en termes de passe, et c'est lui qui est le système, quoi. Edwards, j'ai pas l'impression que c'est totalement lui le système offensif, mais après, à quel point est-ce que ça peut être rattrapé par la défense, en effet. Ça peut s'argumenter, mais tu vois, pareil, à Liberton, les Pacers, l'attaque des Pacers, c'est aussi lui, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Pas totalement, on en a parlé, pas totalement, mais quand même, quoi. Donc je t'avoue que je suis perdu, je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, c'est juste que moi, moi, dans ma réflexion, et c'est peut-être là où on diffère, c'est que j'estime beaucoup plus le fait d'avoir peut-être moins de points faibles, je parle notamment défensivement, par rapport à Mitchell et à Liberton, tu vois. En fait, c'est pour ça que moi, dans ma tête, j'étais, c'est plus facile de faire, entre guillemets, avec Edwards, parce que tu auras moins de problèmes de ce côté-là du terrain, et offensivement, il y a peut-être moins de différence, donc c'est pour ça que j'avais réfléchi comme ça. Après, non, mais tu vois, si on compare Edwards et Zion, les deux sont des mecs à 30% d'usage. Il y en a un qui est au niveau de la moyenne, il y en a un qui est carrément à plus 5%, quoi. Alors ok, Zion par rapport à ses standards, c'est moins bon,
Et Edwards peut faire plus de choses, il peut faire des pull-ups, etc. Ok, mais sur le résultat final, au final, Zion est quand même largement plus productif, quoi. Et je sais pas, tu vois, moi j'étais plutôt zone Zion Irving, mais. Non, je comprends. Ouais. Alors, je peux aussi, on peut évacuer ça aussi de suite. Pour moi, tout ce qui est Tatum Booker, pour moi, c'est au-dessus. Un peu nettement. Ah, Booker, j'étais pas sûr, mais Tatum, j'avais pas aucun doute là-dessus. Ouais, pour moi, à mon échelle, je pense que Booker est quand même nettement au-dessus. Mais tu vois, moi j'ai toujours aussi les questions de défense où je trouvais que Booker pouvait faire encore mieux. Mais je comprends. Après, il y a aussi ce truc qu'à l'échelle individuelle des extérieurs, la défense est quand même moins un séparateur pour moi. Tu vois, la défense intérieure est importante. Donc, si tu as un pivot qui est bon versus pas bon, pour moi, ça peut avoir des répercussions énormes. Par contre, j'ai pas trop envie que ce soit le différentiel, la défense extérieure entre un Mitchell, Booker ou alors un Edwards. Mais non, mais alors, ok, on va dire que j'ai pas de souci, on peut le mettre à Gobert. Hein. Puis en même temps, ça fait les deux Wolves ensemble. Tu le mets juste derrière Gobert et puis. Moi, là-bas, je voulais le mettre avec Zion. Un peu collé avec Irving. Non, mais t'as raison. Peut-être on va couper en deux. Soyons justes. Sinon, tu mets, on annule ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu mets Rudy. En dessous, tu mets Edwards, Zion et Kyrie. Non, on peut le mettre avec Gobert. Alors, au-dessus de Gobert et en dessous de Mitchell et Liberton, alors. Ok, ça marche. Mettons-le là et on va voir à quel point je me fais insulter. Non, pas forcément. Hein. Pas forcément. Peut-être moi. Hein. Pour l'instant, on verra les retours des autres intervenants. Heureusement, il en reste 10 derrière, donc on verra ce qu'ils disent. C'est un classement vivant, donc on pourra totalement le changer. D'ailleurs, on n'arrête pas de le changer, tu vois bien. Mais... Puis de toute façon, on sait très bien que l'épisode bonus, après, t'as Zad qui va venir et qui va dire faut monter Franz Wagner. On sait, de toute façon, le classement, il va bouger. Ouais, qui va essayer. Il va essayer. Après, non, Ok, mettons-le là. Mais effectivement, la fourchette haute peut aller jusqu'à Booker chez moi. J'envisage ça, selon comment on pondère la défense, la palette, etc. Mais c'est vrai que Tatum, pour moi, c'est impossible de le mettre au-dessus. Enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est inimaginable. Quoi. On est d'accord. Ok. Je suis pas satisfait, mais je suis satisfait de rien de toute façon. Avec je sais pas où le mettre, donc je sais pas, c'est pas pour me couvrir, c'est juste que je sais pas où le mettre. Vraiment, je sais pas du tout où le mettre. Mais c'est un joueur qui est qui tiraille comme ça. Enfin, je veux dire, même quand il joue, des fois tu te dis pourquoi tu fais ça et enfin t'es jamais il procure des émotions, peu importe dans le sens quelles émotions, dans quel sens ça va. Mais tu t'es toujours en questionnement avec ce joueur-là. C'est ça qui est bien aussi, je trouve. Après, tu sais quoi ? Je pense allez, on le fait gratter une place. On le met au-dessus d'Haliburton, parce qu'Haliburton n'a pas une saison pleine. Il a même une deuxième partie de saison. Il a joué pour avoir les bonus All-NBA, les critères de match. Mais c'est vrai que elle est pas top la fin de saison d'Haliburton. Donc, allez, ok, on le fait gratter une place. On le met entre Mitchell et Haliburton. Ok, ça marche. Ça te va ? C'est vendu. Faisons comme ça. Peut-être je me suis épargné 2 commentaires ou 3 d'insultes. non, je plaisante évidemment. Je plaisante. De toute façon, vu la gueule de mon classement, ça se voit que je fais pas ça en fonction des commentaires. Ouais, c'est clair. Parce que l'an dernier, j'avais des Draymond top 15 et tout. Bref, nous sommes le 19 mars. Petit quiz pour finir, 19 mars 2024. Et c'est évidemment action marquante de la saison. Tu t'en souviens, le méga dunk contre John Collins, évidemment. Donc, kické sur le terrain au moment de ce méga dunk de Anthony Edwards, où il a grimpé, escaladé, il est allé au-dessus, il a fait un jump par-dessus, il a pris le petit déj par-dessus John Collins, kické sur le terrain à ce moment-là. Monstre dunk, et ça a dû lui faire bizarre à John Collins d'être de l'autre côté. Oui. Alors, je vais commencer par les Wolves, parce que j'ai bien regardé cette année. Est-ce qu'il y a... il y a forcément Anthony Edwards. Est-ce qu'il y a 4 ? Il n'y a pas 4 sur le terrain, non. C'est le banc. Est-ce qu'il y a Rudy Gobert ? Non plus. Si c'est le banc ? Non. Kyle Anderson. Exactement, Kyle Anderson est là. Du coup, s'il n'y a pas Rudy, est-ce qu'il y a Naz Reid ? Il n'y a pas Naz Reid, non. Ouh. Il n'y a pas Naz Reid. C'est Anderson qui joue en 5 ? Oui. Non. Ensuite, il y a un autre joueur, c'est quelque chose, le nom du joueur, or never. Or never. Tu connais l'expression anglaise or never. C'est maintenant ou jamais. Ouais, now or never. Oui. Comment il s'appelle, le cousin de Shai? Nickel Alexander Walker. Exactement. Nickel Alexander Walker, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a Mike Conley? Non, il reste 2 difficiles, pour le coup, c'est le quiz un peu difficile. Donc il n'y a pas McDaniels non plus alors? Il n'y a pas McDaniels. Le meneur, c'est un ancien meneur gestionnaire
qui est arrivé en buyout, je crois, de Détroit, qui avait commencé à Denver, qui était passé par Washington. Denver. Un des maîtres du assist par assist turnover ratio. Il y a des jumeaux qui s'appellent comme ça en NBA aussi. D'ailleurs, qui sont passés par chez toi. Ah, Monté-Maurice. Exactement, Monté-Maurice. Frère Maurice, ouais. Tout à fait, c'est le troisième frère. Et puis le dernier, tu l'auras pas. Si tu l'auras pas de tête, mais je peux te le faire deviner tout de même parce qu'il est connu, mais on oublie qu'il est passé par là à ce moment-là. C'est le mec avec qui Jimmy Butler voulait se bagarrer à chaque fois. Avec qui il voulait se bagarrer là-bas? C'était Karl Anthony Towns, ça. Non, quand il attends. était à Miami, je crois que c'est dans la bulle notamment. Ah oui, si. Attends, l'ancien d'Indiana là. Exactement. Ah oui, non mais je vois très bien. Qui a été blessé pendant 2 ans. Il y avait une candidate à la présidence des États-Unis qui s'appelait comme ça. Son prénom c'était Elizabeth. Ah, Ça te dit rien, tu suis pas l'actualité. Non, politique, Comme c'est la période en politique ce moment. américaine, non. Ouais, mais j'ai assez avec la politique française aussi. Ah, punaise, mais je vois très bien, mais j'ai pas le nom. Le prénom c'est TJ. TJ Warren. Eh oui, Exactement, TJ Warren. Le fils d'Elizabeth Warren. Non, pas du tout. Oui, mais non, bah, TJ Warren, oui, TJ 11 Warren. matchs Ouais. cette saison. 11 matchs à peine chez les Wolves. Et qui était là au moment de ce dunk. Donc, petit fun fact. Et côté Utah, alors, pour finir. Ah oui, putain, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a... Bah, il y a John Collins, du coup. Est-ce qu'il y a Ouais. Markkanen? Il n'y a pas Markkanen, non. Est-ce qu'il y a Sexton? Exactement, Sexton. Ok. Est-ce qu'il y a... Il y a le meneur tanking. Dès qu'on l'a retiré, Utah, ça jouait bien. Et comme ça jouait trop bien, on l'a remis. Comme ça, on a pu tanker un peu sur la fin de saison. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais l'ancien qui a joué aux Lakers. Exactement. C'est lui. Exactement. THG. Mais alors... C'est ça, Talen Horton-Tucker. Oui. Je te l'accorde. Voilà, je te l'accorde. merci. Il y a un autre meneur qui est beaucoup plus jeune, un rookie, très prometteur d'ailleurs. Kayonte George. Exactement, Keontae George, Ok. tout à fait. Et puis le dernier sur le terrain, c'est le meilleur guitariste de l'histoire. Et ce n'est pas Georges Brassens, donc c'est le deuxième meilleur guitariste de l'histoire, pardon. C'est pas George Brassens, non. C'est qui le meilleur guitariste de l'histoire? Jimi Hendrix, ouais, mais... Tyler Hendrix, c'est pas Exactement, Tyler Hendrix, tout à fait, le rookie Wow, Tyler celui-là, il Hendrix sort de qui je sais pas est où, sur le mais terrain. Et donc on finit avec le quiz compliqué, hein, t'as vu, entre TJ Warren, Monté-Maurice... Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai juste des problèmes avec les noms. Hein. J'ai trop d'autres noms dans la tête, donc... Mais non, mais j'aime bien. Après, ça fait partie du jeu. Des fois, tu fais des sporkles, c'est où tu essaies de faire les rosters des mecs et tout ça. Mais... Je me demande si au final mes indices te perdent pas plus qu'autre chose. Je crois que t'es le mec qui est le plus Ouais. affecté négativement par les indices de la série pour l'instant.